Voici une vidéo qui va discuter donc de ce qu'est l'enthalpie. L'enthalpie. Bien sûr, pour parler d'enthalpie, il faut parler d'énergie totale. Énergie totale. Je vous rappelle, si je prends un diagramme pour lequel on a le contenu énergétique, on a un point donné. Donc j'ai une variable ici, xa, xa, qui constitue le contenu énergétique au point A, pour lequel on a une relation qui va donner YA. YA, pourquoi XA, YA? Parce qu'on est au point A. Donc on a au point A, la transformation, enfin il n'y a pas encore eu de transformation ici pour l'instant, le système initial est ici, au point A. Alors le système initial pour l'instant, il a un contenu énergétique que j'appelle XA, c'est-à-dire qu'il a une certaine pression au point A, une pression P1, voilà, un certain volume, une certaine température, T1, une certaine vitesse qui n'est pas la vitesse de la lumière, attention, c'est pas parce que j'ai mis C que c'est la vitesse de la lumière, fois voilà, une position Z1, bien sûr, fois un état, solide, liquide, peu importe, un état, voilà, etc. On pourra rajouter des autres variables qui constituent le contenu énergétique du système quand on est le système est au point A. Alors le système va passer en un point B. Alors, si je mets le point B ici, donc il va évoluer pour se situer au point B. Donc pour xb correspond une variable yb. Variable indépendante. Dépendante. Elle est dépendante de xa. Voilà. Alors, bien sûr, le système étant évoluant, au point, bien sûr, B, maintenant point B, et au point B, les variables ont peut-être évolué, c'est pas dit qu'elles ont évolué, mais certaines ont évolué, la pression vaut P1, si elle vaut P1, elle n'a pas évolué, mais si P2 est différent de P1, elle n'a pas évolué. Si on a V2, voilà, différent de V1, elle a évolué, si V2 égale V1, elle n'a pas évolué, et ainsi de suite. Si la variable n'a pas changé, la variable n'a pas évolué. Par contre, d'autres variables ont évolué parce que on se situe au point B. C'est qu'il y a des variables qui ont évolué. Au moins une ou deux. Voilà. Donc T1, C1. Alors on reconnaît des variables de la mécanique des fluides. Hein. Bon, C1, Z1, qui est la position, la vitesse, voilà, etc., etc. Bien sûr, on a l'état du système. Et ainsi de suite. Bon, je pourrais mettre des autres variables, hein. Je mets 3 petits points. Voilà, et donc le contenu énergétique en A, il est défini par ceci. Donc c'est le XA. Ça, c'est le contenu énergétique
en pression, en volume, en température. Voilà, le contenu énergétique est connu en A et il est connu en B. Bon, justement, c'est bien l'enthalpie, c'est un point de vue thermodynamique qui va être utilisé bon, dans plusieurs domaines, hein, au niveau de la calorimétrie, la thermochimie, déjà là-bas. Déjà là-bas. Bon, maintenant, on va faire un tour de passe-passe pour utiliser en mécanique des fluides, mais bah, on ne va pas parler d'enthalpie, mais on utilisera voilà, ce contenu énergétique dx pour retrouver l'équation de Bernoulli, si vous voulez. L'équation de Bernoulli va peut-être trouver à partir de, voilà, de contenu énergétique. Mais en tout cas, il va être utilisé en calorimétrie. Alors, la calorimétrie, rappelez-vous qu'il y avait la calorimétrie thermochimique et la calorimétrie physique. Calorimétrie thermochimique ben, joue avec, enfin, manipule voilà, des grandeurs pour la calorimétrie physique, masse, qui est une grandeur physique, chaleur massique d'un corps qui est une grandeur physique, je dirais même une grandeur thermique, la température en degrés Celsius qui est une grandeur physique, voilà, alors que la calorimétrie thermochimique va utiliser le nombre de moles. Ben, on sait faire avoir un rapport entre la masse et le nombre de moles. La chaleur molaire, on sait le trouver à partir de la chaleur massique. Voilà, et ainsi de suite. Et la température est en Kelvin et non pas en degrés Celsius. Donc on peut faire la calorimétrie avec une onde calorimétrique, de la calorimétrie pour retrouver bien sûr la masse, la chaleur massique, une température de fusion, une chaleur latente de changement d'état. On peut trouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au travers de la calorimétrie, on peut trouver aussi le nombre de moles, voilà, etc., etc. Voilà, et grâce à la calorimétrie soit physique ou calorimétrie thermochimique. Mais ici, je veux parler du point de vue non pas de la calorimétrie physique, je vais bannir ceci. Oui, je vous rappelle que la température ici, T1, elle est dans la chaleur. Hein. Elle est reprise dans la chaleur. C'est delta Q est égal à MC delta T. Hein. Voilà, la température, elle est reprise là-dedans. Voilà. Voilà. Ou NC, chaleur molaire. Et là, c'est C, chaleur massique. C'est pour une masse. Voilà. Fois delta T ici qui est en Kelvin. Delta T en Kelvin. Là, en Kelvin. Et là, il est en degrés Celsius. Voilà. Pas confondre Nestor et Martin. Martin, c'est la masse, et Nestor, c'est le nombre de moles. Calorimétrie physique, calorimétrie thermodynamique, quand on a une élévation de température, parce que sinon, c'est une variation de changement d'état. Hein. On a la masse fois la chaleur de changement d'état. Et en calorimétrie, en thermochimique, on parlera d'enthalpie, s'il y a un changement d'état. Enthalpie de fusion, enthalpie de vaporisation, qui représente, si vous voulez, en calorimétrie physique, le M fois la chaleur latente de fusion, de vaporisation, ou peu importe. Voilà. Mais ici, je vais prendre une considération où j'ai une réaction chimique. Hein. Voilà, j'ai une réaction chimique. Bon, j'ai une réaction chimique, donc je vais me placer dans l'enthalpie d'étude de l'enthalpie de réaction. Enthalpie de réaction. Donc en fait, je vais bannir le point de vue calorimétrie physique et prendre le point de vue calorimétrie chimique, ça c'est de 1, et de 2, quoi que je peux prendre le point de vue calorimétrie physique, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème, je peux le convertir parce qu'entre la calorimétrie physique et thermochimique, c'est juste un rapport qui existe. Hein. C'est un rapport qui existe. Parce que de la masse à la masse molaire, du nombre de moles à la masse molaire, ben, il y a de la masse du corps au nombre de moles, ben, ça dépendra de la masse molaire. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un rapport. Et ce sera la même chose pour le chaleur et chaleur massique, chaleur molaire et chaleur massique. Il y aura un rapport. Donc tout est une question de rapport entre la calorimétrie physique et la calorimétrie thermochimique. Mais ici, je vais me situer dans un contexte de réaction. Réaction. C'est-à-dire, je ne suis plus en calorimétrie physique parce qu'il va y avoir un changement je ne suis plus en physique parce que le phénomène physique, c'est quand il y a il n'y a pas de changement de substance. Ici, je vais me situer dans un changement de substance avec une réaction chimique, avec des réactifs qui vont donner des produits. Donc je vais avoir une réaction. Donc je vais avoir une enthalpie de réaction. Une enthalpie de réaction. Voilà. Et donc je vais m'arranger pour essayer d'avoir une structuration de la formulation de l'équation de la thermodynamique sous forme, voilà, qui peut être prise par la thermodynamique. Alors je vais le faire tout de suite. Alors si j'écris dx
je vais écrire en écriture différentielle pour une masse d'1 kg. Hein. Donc, pour une masse d'1 kg, dx moins g dz, ça c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, je m'excuse, pour 1 kg. Ouais, c'est pour 1 kg. Hein. Moins l'énergie cinétique, c'est mv carré sur 2. Donc, comme ici, la variable c'est c, C pour l'énergie, pour la vitesse du fluide dans un tuyau, une tubulure ou une canalisation ou peu importe, un tuyau, tout ce que vous voulez. Hein. Dans un véhicule, il y a beaucoup de tuyauteries. Hein. Partout il y a des tuyauteries où il circule des fluides. Ben, on a l'essence qui peut circuler, du diesel qui peut circuler. On peut avoir une voiture qui consomme du gaz. On peut avoir voilà, différents types de tuyauteries. Hein. Tuyauterie pour l'eau, tuyauterie pour voilà, des mélanges de produits pour nettoyage des, comment on appelle ça, nettoyage des carreaux, pour nettoyer le carreau avant, le carreau arrière. Voilà, ça c'est un fluide qui circule. Donc il faut un réservoir avec un fluide, avec une pompe. Voilà, on apporte de l'énergie avec une pompe pour faire remonter le fluide. Voilà, on ramène le liquide de lave-glace, qu'on appelle le liquide lave-glace, qui va remonter au niveau des carreaux pour laver les carreaux avant et arrière. On peut avoir l'essence qui remonte d'un réservoir d'essence pour aller vers le moteur. Donc on a une pompe à essence, voilà, ou une injection diesel qui va injecter de l'essence au travers d'injecteurs dans le moteur. Voilà, donc on peut avoir des pompes. On a des pompes là, des pompes aspirantes pour remettre le fluide dans le moteur. C'est-à-dire le fluide ici, c'est soit l'essence ou le diesel. Voilà. On a des pompes d'injection, pompes à essence. On peut avoir des pompes pour pomper l'eau d'un réservoir pour lave-glace. On peut avoir, voilà, l'eau circule, l'eau de refroidissement qui est associée avec, où on a mis aussi un liquide spécial de, comment on appelle ça, de refroidissement moteur. On n'a pas forcément de l'eau, parce que l'eau ça rouille. Hein. On peut mettre des produits spéciaux. Ben, là aussi, on a une circulation d'eau à travers d'une pompe à eau. Enfin, ce qu'on appelle une pompe à eau, mais si vous n'avez pas mis de l'eau, ben, ça reste quand même une pompe à eau. C'est la dénomination qui est comme ça. Et là, c'est de la mécanique des fluides. Parce qu'on a plein de tuyauteries où va circuler des fluides. Que ce soit des liquides ou des liquides, ça peut être même les liquides de frein. Hein. Enfin, on peut avoir des freins, système de freinage assisté par, voilà, comment on appelle ça, par fluide hydraulique. À ce moment-là, bon, c'est un fluide qui circule à l'intérieur. Hein. Donc à ce moment-là, on a un réservoir, encore une fois, un réservoir de liquide de frein, et la manœuvre de manipuler une force de pression sur le liquide hydraulique va faire en sorte que on va avoir les morts de frein qui vont ramener les patins de frein vers le disque de frein pour faire un freinage. Donc, vous voyez que tout ça, c'est des fluides. Hein. C'est pas ce qui manque dans un véhicule. Donc, il faut trouver de la place pour mettre tous ces tuyauteries. Hein. Et voilà, ils s'entrechevêtrent entre eux, ils se chevauchent. Et bon, enfin, ils s'entrechevêtrent. On trouve de la place. Bon, il y a des câbles électriques, il y a des tuyauteries, de tout ce que vous voulez. Mais dans un moteur, pour trouver de la place, c'est très bien fait. Hein. Bon, c'est des génies spécialisés qui ont trouvé, je veux dire, comment faire passer des tuyauteries pour qu'un câble électrique ne vienne pas chauffer un tuyau et viendrait le brûler. Hein. Donc tout est bien calculé pour que, je veux dire, le moteur il ne brûle pas au travers des premiers kilomètres qu'on a roulé parce qu'un tuyau électrique viendrait chauffer quelque chose. Non, c'est bien fait, c'est très bien fait. Vous allez me dire, ouais, ils sont protégés. Oui, ils sont protégés. Ils sont bien protégés, les câbles électriques, par des fluides boudinés. Voilà, mais c'est pour vous dire que la mécanique des fluides va gérer ça. La position du liquide par rapport à la hauteur, et aussi la vitesse, qui est dénommée par C, qui est la vitesse du fluide. Donc, mg, c'est pour 1 kg, hein, donc c'est mv carré sur 2, m vaut 1 kg, v, on aura, c'est c carré sur 2. Voilà. dx, x c'est l'énergie totale, hein, vous le voyez devant vous, c'est la pression, volume, température. L'énergie est caractérisée par la pression, le volume, la température, la vitesse du fluide et sa position. Sa position, c'est une énergie, parce qu'en fait, c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Sa position, c'est l'énergie potentielle. Sa vitesse, c'est l'énergie cinétique. Donc, vous voyez que ces paramètres déterminent
un contenu énergétique. Et donc dx est le contenu énergétique total. Mais voilà, c'est le contenu énergétique total. Quand on a fait une transformation de A vers B, comme ceci, voilà, on a fait une transformation de A vers B, mais vous savez bien que, bon, ici j'ai pas fait un cycle, hein. S'il y a un cycle, vous savez très bien qu'il y a une conservation, hein. Direct, ça c'est direct. Voilà. Quand est-ce qu'il y a conservation? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a conservation quand on a au travers d'un cycle, dq moins w, eh bien on a égale 0. Ça c'est un principe de conservation. Égale 0. Le principe de conservation, c'est ça. C'est l'énergie thermique plus l'énergie, ici j'y mets plus parce que bon, c'est ma convention qui donne moins, hein, mais plus l'énergie euh, euh, mécanique fait 0 dans un cycle. Un cycle, c'est on va de A à B, puis les variables reviennent à sa position initiale. Donc on retourne en P1, V1, T1, C1, Z1, état initial de A, au point A. État initial du fluide au point A, ou du solide au point A. Voilà. Ça, c'est quand on fait un cycle. Voilà. Alors à ce moment-là, on a ça, et ça inclut qu'on a une différentielle totale exacte. Voilà, et donc on a des fonctions d'état qui vont sortir de tout ça. Mais maintenant, c'est valable aussi pour un système isolé, hein. Pour un système isolé, on a dq moins w égale 0. Égale 0 aussi. Égale 0. Bon, maintenant, ici, on n'a pas un système isolé, ni un système... voilà, on n'a pas une intégrale curviligne au travers d'une réversibilité qui va aller du point A, puis du point A au point B, puis du point B au point A. Hein. J'ai pas tout ça. Hein. Voilà, j'ai pas tout ça. Mais malgré tout, il y a le problème, il y a le principe de conservation qui va aller, qui va dire quoi que ben, l'intégrale de A pour aller du chemin A au chemin B, mais comme on a démontré au travers de, et ça se fait par une démonstration que j'ai faite auparavant dans une vidéo, que le chemin suivi A, B n'est pas fermé, voilà, mais on peut dire que dq moins W vaudra dx delta égale delta x égale xb moins xa delta x. Il dépend que de la situation initiale et finale parce que on a une DTE, donc on sait faire une démonstration par, bien sûr, c'est une démonstration un peu spéciale, avec des chemins, différents chemins, on établit différents chemins, on fait un chemin retour, et on se dit que quand on fait bon, le bilan global, ben, on se retrouve avec, quand on va uniquement de A à B, par une démonstration, par, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, si c'est comme une démonstration comme ça, hein, elle est un petit peu comme ça. Si A égale voilà, transitive, je crois que c'est une démonstration par transitivité, je crois, c'est ça, je crois que c'est ça. Voilà, donc on fait une démonstration par différents chemins, et puis on fait un chemin retour, et on démontre qu'au bout du compte, ça ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Qu'est-ce qui vient nous aider dans la démonstration? Mais c'est la démonstration au travers d'un cycle. Donc on introduit un cycle qui va intervenir. On introduit un seul cycle, hein. Voilà, un seul cycle. Voilà. Et les autres, bon, il y a plusieurs voilà, chemins. On définit plusieurs chemins avec derrière ça un retour. Voilà. Et on définit grâce à ça que pour aller d'un point A à un point B, eh bien, ça ne dépend que de la situation initiale et de la situation finale, en prenant en compte le principe de conservation, je veux dire, du cycle. Hein. C'est grâce à l'introduction d'un cycle ici, par transitivité, on démontre que pour aller d'un point A à un point B, ben, ça fait la variation, ça dépend uniquement de la variation de l'état initial et final. Donc c'est l'état final caractérise l'état final du système énergétique au niveau énergétique et l'état initial caractérise l'état initial du système énergétique. Et donc pour avoir le bilan, il suffit de faire le final moins initial. Et vous avez le bilan global, donc XB moins XA. Et c'est ça, ce fameux delta X, c'est ça. C'est l'énergie totale, si vous voulez, du système. Voilà, mis sous forme, voilà, ici le différentiel. Voilà. Alors,
pour ça, je dirais d'aller revoir les autres vidéos que j'ai faites, hein, parce que si c'est pour venir directement à cette vidéo et essayer de comprendre quelque chose par rapport à ce que je vous raconte, que vous ne comprenez pas, c'est tout à fait logique que vous ne comprenez pas, parce qu'il faut aller voir les tenants et les aboutissants de tout ce qui a été vu auparavant. Tout ce qui a été développé auparavant, c'est justement pour bien faire comprendre, arriver à ce chemin, arriver à ce stade-ci, de bien comprendre ce stade-là, parce que si vous ne comprenez pas, je veux dire, les stades précédents, ben, vous comprendrez partiellement ce stade-ci. Voilà, ici, parce que je tape une équation, qui est une équation caractéristique de la thermodynamique, ici, dx moins g dz est égal à c carré sur 2, qui a été démontrée. Donc, moi, je la retape directement comme elle a été démontrée. Je ne vais pas redémontrer à chaque vidéo. Je veux dire, voilà, je l'ai toujours dit, ça. Je dis, si c'est pour arriver sur une vidéo, que vous voulez comprendre l'enthalpie sans les tenants, les aboutissants, je veux dire, des bases, c'est pas là, vous êtes tombé sur une mauvaise vidéo ici, et vous pouvez aller voir des autres vidéos, parce qu'à ce moment-là, les autres vidéos vous donneront peut-être une quinzaine de minutes, mais vous donneront pas les tenants et les aboutissants non plus, parce que si les vidéos sont longues, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pas pour embêter le monde, c'est tout simplement parce qu'en fait, elles nécessitent des notions qui s'accumulent les unes avec les autres pour faire un fondement, pour, quand on construit une cathédrale, il faut construire pierre par pierre, et ici, c'est une construction pierre par pierre. Donc, si maintenant j'explique des choses que vous ne comprenez pas, c'est parce qu'il vous manque des acquis qu'il faut aller voir dans des autres vidéos. Et toutes les vidéos ont été faites, et si je suis arrivé ici, c'est parce qu'en fait, bon, les autres vidéos ont bien été énoncées, mais le tout c'est de vouloir les regarder, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais bon, ça peu importe, ça ne me dérange pas. Celui qui veut comprendre les choses, ben, il les regarde à fond, et il regarde toutes les vidéos, et là il comprendra beaucoup de choses. Maintenant, ceux qui n'ont pas envie de regarder les vidéos, ben, s'ils pensent comprendre à travers d'une vidéo qui dure 10 minutes sur internet ce que bon lui semble, hein, il peut faire ce qu'il veut, il est libre, mais maintenant il s'est pas dit qu'il va tout comprendre de A à Z, parce qu'en fait la vidéo de 15 minutes, si elle dure 15 minutes, c'est pas pour rien, hein. On ne sait pas résumer en 15 minutes beaucoup d'informations qu'on voudrait donner, c'est pas possible de donner beaucoup d'informations en 15 minutes. Alors, à moins que de parler très vite en accélération, à ce moment, c'est autant regarder une vidéo d'1 heure que de regarder une vidéo de 15 minutes qui va très vite, hein. Bon, ceci dit, je reviens sur l'équation. L'équation, c'est dx. Alors, ça, c'est d'un côté gauche. C'est la mécanique des fluides qui va utiliser ce membre de gauche. Bon, parce qu'il y a voilà, la position et la vitesse. Mais dans le membre de droite, c'est plus une équation de la thermochimie. C'est la thermochimie qui va utiliser. Donc, on a la thermochimie qui utilise la notion de chaleur. Alors, je vous dirais, alors, n'oubliez pas des forces de frottement, travail des forces de frottement, travail des forces de frottement, travail des forces de frottement. Voilà. Qui est un plus. Attention au plus-moins, parce que j'expliquerai, ça a à voir avec le... J'ai pas encore fait la vidéo concernant le travail moteur. Voilà, c'est le travail moteur qui fait apparaître beaucoup de choses. Hein. Voilà, parce que quand on a... on peut avoir une simple équation de départ qui est, dans mon cas, Q moins W suivant les conventions pour le travail qui est des conventions altruistes, voilà, égale 0. Voilà, ça c'est la loi de conservation. Certains ont dans la littérature Q plus W égale 0, parce qu'ils ont une convention égoïste. Voilà. C'est la convention qui n'est pas la même, hein, c'est normal que le signe n'est pas le même. Voilà. Et bien sûr, tout va ressortir du travail moteur. C'est le travail mécanique qui va donner cette fameuse grande expression où on retrouve l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie de travaux de force de frottement, l'énergie voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des forces de pression et de volume. Hein. Ouais, ça c'est de l'énergie mécanique. Hein. Ça c'est de l'énergie mécanique. Hein. Voilà, ça c'est l'énergie des travaux de frottement, c'est de l'énergie mécanique. Et bien sûr, ici, il reste moins PDV. Énergie des forces de pression, de volume et de pression. Donc, tout ça, c'est de l'énergie mécanique. Hein. Mais ça vient d'où, tout ça? Mais ça vient de là, du travail moteur. Parce que c'est Q-W. Quand je mets Q-W, c'est le Q moins le travail moteur. Hein.
Donc il faut l'expression du travail moteur qui fasse apparaître, je veux dire, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie des forces de pression, l'énergie voilà, des forces de frottement, l'énergie de pression et de volume. Voilà, là, on a toutes les formes d'énergie mécanique là. Voilà. Donc, et ça, c'est l'énergie thermique. L'énergie thermique, moins l'énergie motrice. Dans l'énergie motrice, pour avoir des énergies résistantes, parce qu'il suffit de mettre... Qu'est-ce que c'est qu'une énergie résistante? C'est une énergie motrice négative. Hein. C'est un travail négatif. Hein. Donc là-dedans, dans le travail moteur, je peux incorporer des forces de frottement, il n'y a pas de problème. Je l'indique comme force antagoniste, donc comme travail antagoniste, donc avec un moins. Voilà. Donc, il y a aussi, il faut faire attention là-dedans, c'est que c'est fortement conventionné, et je verrai le travail moteur, vous allez voir les signes que ça peut prendre. Hein, voilà. Et donc, toute cette expression-là vient de ça. Et alors, on fait un réarrangement en mettant d'un côté, bien sûr, c'est pour 1 kilo, hein, c'est en joules par kilogramme, hein, c'est pour 1 kilo, c'est pour ça que j'ai pas mis la masse. Hein. J'ai pas mis mg dz, j'ai pas mis m c'est carré sur 2. C'est en joules par kilo, c'est pour la masse pèse, c'est en joules par kilo, tout ça, l'expression là. C'est en joules pour 1 kilo. Joules par kilo. Alors ça, vous retrouvez ça en mécanique des fluides, hein, la position, la vitesse, etc. Bon. Et ça, c'est l'énergie totale. C'est le contenu de l'énergie totale où on a les variables d'état qui sont là. Toutes les variables d'état sont là et ils caractérisent l'état du système. On a un point donné, point A, point B, on a un point donné, il caractérise l'état. Donc, s'il caractérise l'état du système, on a un point donné, en fait, ce sont des variables d'état. Variables d'état. PVT sont des variables d'état. Voilà. Mais X est une fonction d'état. X est une fonction d'état. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire ici, je vais définir justement l'énergie interne. Bon, je l'ai déjà fait auparavant dans une vidéo, qui vaut DU. Alors, DU, c'est une différentielle totale exacte, et U est une, comment est-ce qu'on appelle ça? Une fonction d'état aussi. Donc, dx est une différentielle totale exacte, et x est une fonction d'état. Voilà. Alors, attention que C, c'est la vitesse moyenne. Hein. C'est une vitesse moyenne. Hein. C, c'est une vitesse moyenne. Enfin, bref, ça c'est pas ça qui va faire la différence. Bon, mais à partir de là, on peut retrouver l'enthalpie, hein, à partir de cette équation-là. Alors, pour ça, je vais aller rechercher uniquement... donc, U mesure l'énergie interne. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle moins l'énergie cinétique. C'est ça que c'est. Mesurant en joules par kilo, bien sûr. Voilà. Et U est une fonction d'état. DU est une différentielle totale exacte. Bon, alors, je vais enlever tout ceci. Ce qui va intéresser ici, je vous disais que ça concerne la mécanique des fluides. Là, c'est plus des paramètres qui sont propres à la thermochimie. Bon, donc en fait, ce qui va m'intéresser, comme je vois les réactions, la chaleur de réaction, mais ça va pas m'intéresser. Je n'ai pas un fluide avec une tuyauterie dedans. Non, j'ai ceci, donc j'élimine ceci. Donc ce qui va m'intéresser, c'est ceci. Vous allez voir qu'on va avoir des hypothèses fortement simplificatrices. Hein. Voilà. Alors la première des hypothèses, c'est qu'on va faire une transformation qui sera sans comment on appelle ça, sans frottement. Voilà, donc on va considérer que les frottements sont nuls. Dans la fin de transformation, s'effectuant sans travaux de frottement. Voilà. Donc on va partir de ceci, de la différentielle, donc je vous l'écris ici. Vous voyez que tout s'est réduit comme un pot de chagrin dans l'équation en décortiquant,
en deux parties, en faisant intervenir l'énergie interne, et comme ça, bon, on peut discuter sur des variables qui sont intéressantes ou pas. Et donc ici, quelles sont les variables intéressantes? Comme on est en thermochimie, ben, je vais chercher les variables qui m'intéressent en thermochimie, c'est-à-dire la variation de chaleur quand il y a une réaction chimique, et ainsi que la pression et le volume qui peut interagir avec la réaction chimique, la PDV. Voilà. Donc l'enthalpie va être définie à partir de deux transformations qui sont toutes les deux, bien sûr, sans travaux, sans travaux de frottement. Hein. Alors la première transformation, tout d'abord je parle en termes d'accroissement. Si je parle en termes d'accroissement, j'aurai du, delta U, est égal à la chaleur Q, voilà, qui sera constante, moins P, l'intégrale de PDV, P delta V, PDV. L'intégrale de PDV. Bon. Donc, mettez-vous bien à l'esprit que les transformations vont s'effectuer sans travaux de frottement. Alors, je vais faire deux transformations. Une isochore, c'est-à-dire à volume constant. C'est la première que je vais faire. Voilà, je fais une transformation isochore, sachant que la transformation est basée sans frottement. Hein. Il n'y a pas de frottement. Donc, une transformation isochore, c'est-à-dire à volume constant. Alors, en volume constant, c'est-à-dire que dans la transformation, ben, la variable volume V2 égale V1. Donc, que vaut delta U, sachant qu'on est à volume constant, QV, on a QV est égal moins l'intégrale de V2 moins V1. P, V2 moins V1. Mais V2 moins V1, ben, ils sont tous les deux les mêmes. Ce qui veut dire qu'on a 0 ici. P fois 0, ça fait 0. L'intégrale de 0, ben, ça fait 0. Donc ceci, ça tombe. Donc, voilà une relation très importante où on peut mesurer le... Comment on appelle ça la chaleur de réaction à volume constant. On peut mesurer l'énergie interne. On peut mesurer l'énergie interne. Comment? Ben, il suffit de mesurer la chaleur de réaction à volume constant. Et en ayant ça, on mesure le QV, on a le delta U. On mesure le QV, on a delta U. Voilà, par une transformation sans frottement et à volume constant. Bon. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez que les hypothèses simplificatrices nous aident fortement pour trouver le delta U. Maintenant, le delta U peut être défini. Hein. Voilà. Alors, delta U, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est delta U, je vous ai dit que c'est une fonction d'état. Donc, ce sera U2 moins U1. Elle dépend que de la situation initiale et la situation finale. U2 moins U1. Delta U, c'est U2 moins U1. Alors, U2 moins U1 ben, pourra être mesuré grâce à la mesure de la chaleur massique à volume constant. On considère qu'il n'y a pas de frottement, on est à volume constant. Bon, maintenant, pour trouver une seconde relation à pression constante, ben, on va faire une transformation toujours avec travaux nuls, c'est-à-dire sans comment on appelle ça, sans travaux de frottement extérieur, sans travaux de frottement, et on a pression constante. Bon, si on a pression constante, ben, on va calculer le DU est égal à ici on a toujours un Q constant qui est QP moins PDV. Alors, on a une transformation isobare. Voilà. Alors, je vais parler en termes d'accroissement. Delta U est égal à QP moins
l'intégrale de PDV. Alors, entre les bornes, bien sûr, V1, V2, on a pression constante, donc il peut sortir du signe intégral, la pression peut sortir du signe intégral. Voilà, donc moins P, et là, on va intégrer dV, mais intégrer dV, ça fait V, hein. Primitif d'une différentielle, c'est la variable elle-même. Donc, je vais retirer ceci. Alors, entre les bornes, bien sûr, V2, V1. V2, V1. V2, bien sûr, V2 est plutôt plus grand que V1, bon, par hypothèse. Alors, Q moins la pression, et on a V2 moins V1. Alors, qu'est-ce que c'est que V2 moins V1? C'est delta V. Hein. Voilà. Attention que c'est à pression constante, hein, QP. C'est le QP à pression constante. Donc, le delta U vaut quoi? QP moins la pression fois delta V. Voilà. Mais le delta U égale, delta U vaut QV. Hein. Delta U vaut QV. Delta U vaut QV. Delta U vaut QV. Voilà l'expression qui interrelie QV et QP. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce QP et ce QV là? C'est parce qu'en fait, quand vous faites les premiers chimistes, quand ils faisaient des réactions chimiques, oui, il y avait une chaleur qui ressortait, mais elle n'était pas la même en fonction qu'ils étaient en vase clos ou en vase fermé, ou en vase ouvert. C'est-à-dire un récipient ouvert ou un récipient fermé. Bon, il y avait une petite différence, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il existait la chaleur massique, la chaleur de réaction, je m'excuse, la chaleur de réaction à volume constant et la chaleur de réaction à pression constante. Voilà. Alors, il y en a qui se faisaient à vase clos. Donc, on mesurait la chaleur massique à volume constant. Mais si le vase était ouvert, il y avait une certaine pression extérieure qui jouait. Et donc, le volume variait. Et donc là, c'était on mesurait la chaleur de réaction à volume, à pression constante. Quel QP. Voilà. Et il y a une interrelation entre QV et QP, mais il faut connaître voilà, la pression et la variation de volume. Une fois qu'on a la pression et la variation de volume, mais la différence, elle était là. Le QV est plus grand que le QP. Le QV est plus grand que le QP. Alors, il faut si on veut le QV à partir du QP, il faut enlever la pression qui est active, ainsi que la variation de volume engendrée par la pression qui est active. Voilà. Mais maintenant, attention, vous pouvez trouver aussi inversement le QP. Le QP serait égal à quoi? Au QV plus PDV. Donc à ce moment-là, si vous voulez, voilà, la chaleur de réaction à pression constante, connaissant la chaleur de réaction à volume constant, vous faites, si vous connaissez la pression et la variation de volume induite par la pression, vous faites QV plus P delta V. Et vous avez le QP. Voilà. Alors, je vous rappelle que comment est-ce qu'on appelle ça, QV, c'est delta H. Hein. Ne pas perdre de vue que QP, c'est delta H. Donc, QP, c'est, si vous voulez, je peux l'écrire, c'est U2 moins U1. Hein. Voilà. QP, c'est U2 moins U1. Voilà. QV, je m'excuse, c'est QV qui est U2 moins U1. Ouais, ça, c'est le delta H. C'est le delta U, je m'excuse. Je vais un peu trop vite là, je ne sais pas pourquoi je vais un peu trop vite. Ça c'est delta U. Delta U égale QV. C'était celui qu'on avait trouvé en premier à volume constant. Et bien sûr sans travaux de frottement. QV. Voilà, ça c'est QV. Voilà, ça faut pas perdre de vue ceci. Hein. Voilà, faut pas perdre de vue ceci. Alors, je vais partir à partir du QP. Ce qui va m'intéresser, c'est celui-là.
L'enthalpie n'est pas loin, hein. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autres notions qui viennent s'imbriquer là-dessus. Voilà, c'est des chaleurs de réaction. Et je vous ai dit que quand on fait une réaction chimique, on aura A plus B, B plus C donne par exemple D, le nombre de moles D, la substance D, plus par exemple. Voilà, là, on aura une énergie de départ des réactifs, énergie finale voilà, Là, je fais une réaction complète. Hein. Je fais une réaction complète. Bon, c'est même pas qu'elle est partielle ou incomplète ou équilibrée. Non, elle est complète. Voilà, elle est totale. Elle est totale, donc il n'y aura plus de A, ni de B, ni de C. Elle est complète. On va dans le sens voilà, des réactifs vers les produits. On a une flèche qui va donner ceci. Elle est complète. On n'aura que du D et du E. Donc je ne cherche pas à comprendre là-dessus. Donc on aura une enthalpie de départ et une enthalpie finale. Voilà, et on aura une variation d'enthalpie entre les réactifs et les produits. Donc, qui est le système de départ? Ben, le système de départ, ce sont les réactifs. C'est pour ça que je la prends en total. Hein. Comme ça, ici, j'ai une substance A, B, C, caractérisée par A mol, caractérisée par B mol et par C mol. Et si elle est totale, ben, j'ai plus de ABC en système final. Hein. Voilà, j'ai plus de ABC. J'aurai D mol, petit D mol avec la substance D, j'aurai E mol de la substance E. Voilà, en système final, j'ai une réaction totale, j'ai plus de grand A, grand B, grand C. Et en plus de ça, j'ai une énergie interne qu'on appelle enthalpie ici, une enthalpie de réactif. Et là, j'aurai l'enthalpie des produits. Voilà, et donc, comme la transformation, si vous voulez la globalité de la transformation, on ferait HP moins HR, qui est delta H, qui est toute une fonction d'état. Je vais le voir tout de suite ici. Parce que ici, tout est fonction d'état ici. Hein. Delta U, c'est une fonction d'état. QV est une fonction d'état. Hein, parce que, voilà, si on a delta U égale QV, pour moi, si U est une fonction d'état, QV l'a aussi. Hein. Et donc, QP sera aussi une fonction d'état. QV sera une fonction d'état. D'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Ça va induire le H, justement, l'enthalpie. Donc, il n'y a plus rien à rajouter ici. On a tout pour construire l'enthalpie à partir des chaleurs de réaction à pression constante et à volume constant. Mais on part de QP. On part de QP. Voilà. Alors, pour ça, je vais faire intervenir les énergies, la variation d'énergie interne. QV, c'est U2 moins U1. Voilà. Plus P V2 moins V1. Voilà. Eh bien, là, on voit apparaître l'enthalpie. Hein. On voit apparaître l'enthalpie. L'enthalpie apparaît. Regardez bien, je vais vous la faire apparaître. QP, c'est égal à U2 plus PV2 voilà, ça c'est une chose. On a pression constante, n'oubliez pas, hein, c'est QP. La pression ne varie pas. Hein. Ça, voilà, ça, moins U1 plus PV1. Et voilà l'enthalpie où elle est. C'est H2 moins H1 qui est égal à delta H. Et le delta H mesure le QP. Donc autant le QV mesure la variation d'énergie interne, autant le QP mesure la variation d'enthalpie. Autant le QV mesure la variation d'énergie interne, autant le QP mesure la variation d'enthalpie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour le QV, ben, l'énergie interne, si on a QV, voilà, donc on peut dire ça en fait.
Alors, l'enthalpie est une fonction d'état. Hein. Pourquoi? Parce que U est une fonction d'état. Voilà, P est une fonction d'état. Et, si vous voulez, V est une fonction d'état. Donc, si on a là le produit de deux fonctions d'état, additionner une fonction d'état, ben, c'est que H2 est une fonction d'état. Et donc, DH est une DTE. Donc, elle dépend que de la situation initiale et une situation finale. Voilà. Donc, quand je dis H2 c'est celui-ci. Hein. C'est H produit moins H réactif. H produit moins H réactif. Bon, maintenant, si vous faites l'inverse, H réactif moins H produit, vous aurez un moins. Par rapport à H produit moins H réactif, vous aurez l'opposé, simplement, c'est ça. Vous aurez juste l'opposé, hein, vous aurez un moins. Vous pouvez faire la différence, mais vous aurez l'opposé de ce qu'il faut par rapport au produit. Mais généralement, on se situe par rapport à on règle, on se base sur le fait qu'on fait les produits moins réactifs. Bon, et certains font les réactifs moins les produits, bon, ça peut arriver, mais vous aurez un opposé par rapport à vous. Par rapport à si vous y respectez, toujours, en thermodynamique, c'est toujours le final moins l'initial, toujours. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait U2 moins U1, c'est le final moins l'initial. H2 moins H1, c'est le final moins l'initial. Voilà. Quand vous faites Q2 moins Q1, c'est le Q final moins Q initial. TF moins TI, c'est température finale moins température initiale, et ainsi de suite. C'est toujours en thermodynamique, c'est comme ça, c'est une règle pour éviter d'avoir des moins qui vont dans tous les sens, et commencer à s'y retrouver avec des moins, alors que c'est déjà fortement conventionné avec des signes plus et moins. Donc, imaginez le travail moteur avec tous des signes plus et moins, je veux dire, qui proviennent voilà, de références. Une référence qui est, comment on appelle ça, d'une règle de signe, hein, d'une règle de signe, soit égoïste ou altruiste ou peu importe, ou mixte. Bon, vous voyez que c'est fortement conventionné. Il y a la convention de signes dans le travail moteur et la convention de signes à prendre en compte en fonction du travail ou de la chaleur. Si c'est une convention égoïste ou égoïste mixte ou peu importe, altruiste, enfin peu importe, il peut y avoir toutes sortes de conventions. Imaginez-vous les types de conventions qu'on peut prendre. Et si en plus de cela, vous ne respectez pas la règle de thermodynamique qu'il faut faire le final moins l'initial, ben bonjour pour le problème des signes. Hein. C'est fortement, je veux dire, conventionné par des signes. Hein. Donc là, vous allez faire une soupe de signes. Voilà. Alors, quand tout à l'heure j'avais écrit ceci, je reviens à volume constant. Hein. À volume constant, voilà, QV mesure le U2 moins U1. U2 moins U1. Alors, rappelez-vous que U2 moins U1, c'est delta U, c'est l'énergie interne. Hein. Donc, l'énergie interne, bon, si QV augmente, mais l'énergie interne, c'est accru. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Voilà. Si l'énergie interne s'accroît de l'action calorifique absorbée par le système. Si le système absorbe si l'énergie interne s'accroît de l'action calorifique absorbée par le système, ou alors elle décroît de la quantité de chaleur dégagée par le système. Donc le delta U peut croître ou décroître en fonction voilà, de la quantité absorbée ou cédée au système. Voilà. Et alors pour maintenant le QP c'est H2 moins H1. Et ça on peut dire la même chose. On peut dire que l'enthalpie s'accroît de l'action calorifique absorbée par le système ou décroît de la quantité de chaleur dégagée par le système. C'est la même chose. Hein. Donc, s'il absorbe, ça croît. Le QP va augmenter. Le QP va augmenter si le delta H augmente. C'est-à-dire que H2 moins H1, H2 est plus grand qu'H1. Voilà. Mais QP, le delta H va diminuer si QP diminue. Donc tout dépend de l'action calorifique, si le système absorbe ou s'il absorbe, bien sûr l'enthalpie va augmenter. S'il cède, l'enthalpie va diminuer. Voilà. Voilà, je vous remercie.